Cette capsule d'information à l'antenne de TVRL vous est présentée en association avec le groupe Savoie, les Résidences Soleil. Cette semaine, nous allons parler quand même du bonheur de vivre à l'intérieur de résidences, de grandes résidences, aussi comme les résidences Soleil. Parce que moi, je peux vous dire une chose, j'ai vécu des expériences extraordinaires avec des gens qui demeurent, même des mariages. Souvent, on rencontre des gens qui disent « Bon, mais semble qu'on s'est déjà connus. » Bien oui, ceux qui ont travaillé ensemble, ces gens-là. On ne dira jamais assez. Quand on vient demeurer dans une résidence, on va là pour revivre, de rencontrer des gens. Je peux vous dire une chose, souvent même qu'il y a des mariages. Fait qu'imaginez-vous quand même le plaisir que ces gens-là peuvent avoir dans les fêtes anniversaires. Puis une chose que vous pouvez être sûr qu'il n'y a jamais rien d'obligatoire. Informez-vous, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine télévisé Vos Finances. Magazine télévisé produit et diffusé à partir de TVRL, c'est-à-dire Télévision régionale de Laval. Alors, comme vous savez, il y a des grands réseaux de télévision comme Radio-Canada, comme TVA, etc. Mais il y a des petits réseaux de télévision plus locaux qu'on appelle des télévisions locales. C'est de la télévision communautaire très souvent. Et ça émerge de là et ça vient comme ça. C'est à partir de là qu'on peut faire des grands réseaux. À l'origine, Bell Canada, il y avait 3 employés là-dedans. Maintenant, je pense qu'ils sont 300 000 minimum. Alors donc, on ne sait jamais où ça va nous mener. Alors donc, c'est TVRL, Télévision régionale de Laval. C'est un des plus gros locaux. Et il nous arrive ici de produire des émissions de télévision qui sont diffusées ailleurs. On a déjà même été diffusés sur le canal Argent pour leur donner une occasion, à un moment donné, de se bâtir une programmation propre à eux autres. Alors aujourd'hui, pour discuter de l'actualité économique et financière et voir peut-être quelques conseils qui vous permettraient d'en tirer le meilleur parti possible, j'ai comme d'habitude 2 invités. Tout de suite ici à ma droite, monsieur de Sun Life du Canada, une des 4 grandes compagnies d'assurance vie au Canada, donc Jean Turcotte, qui est avocat de formation et qui est également planificateur financier. Alors, monsieur Turcotte, bienvenue. Bonjour André. Et à côté de lui, à sa droite, M. Yvon Rudolph, qui vient aussi régulièrement à cette émission, mais là, ça faisait un bout de temps pour toutes sortes de raisons qu'il n'était pas venu, parce qu'il avait une petite entreprise de consultation, notamment dans le domaine immobilier. Il est, entre autres choses, évaluateur immobilier. Et là, au cours des derniers mois, son entreprise a fusionné avec une autre qui s'appelle NAI Commercial, Groupe Conseil NAI Commercial. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que ça fait? Oui. On sait que la Sun Life, ça vend de l'assurance, bien entendu, et même beaucoup d'assurance. Pouvez-vous nous dire, NAI Commercial, qu'est-ce que ça fait entre les repas? Bien, en fait, c'est une société de courtage, principalement dans le courtage, on peut dire, à travers le monde. On est présent dans 55 pays. 55 pays? Oui, un peu plus de 350 bureaux dans le monde. Donc, ça fluctue dépendamment, là... des alliances et des associations oui, c'est avec ça. Des groupes comme le vôtre. Exactement ça. Alors, nous, ici, à Montréal, du côté immobilier, si vous voulez, en valeur immobilière. Il y a 35 courtiers. Et du côté de la division Groupe Conseil, dont je suis le chef de la division, alors on fait des transactions d'entreprises manufacturières principalement, mais d'autres types d'entreprises, mais disons de production. Et on fait aussi l'audit en évaluation d'entreprise, évaluation d'immeubles et évaluation d'équipements. On fait aussi le financement des structures, l'ingénierie financière de ces structures-là. Donc, les gens qui veulent se concocter un portefeuille de placement en valeur immobilière, alors donc on va en fin de compte structurer... Vous insistez sur les valeurs immobilières, donc il y a 2 grandes divisions, des valeurs mobilières, ça c'est la bourse essentiellement, oui. Et des valeurs immobilières. Ça, c'est du béton et du mortier et de la brique et des choses comme ça. Principalement, donc, et le volet... Des actifs tangibles, si on veut. C'est ça. Tandis que les valeurs mobilières, bien, c'est de l'argent qu'on prête ou de l'argent qu'on investit dans une entreprise. Tout à fait. Et il y a évidemment la vocation qu'on a, nous, qui sont, en fait, on pourrait dire à quelque part qu'il y a des valeurs mobilières du fait qu'on vend l'entreprise dans son ensemble. Donc, sur le marché, ce qu'on pourrait dire, en fin de compte,
contre, c'est un marché privé. L'entreprise est vendue dans sa totalité. On vend les actions ou les actifs de cette entreprise-là, mais c'est principalement privé, non public sur le marché. Le Sun Life, c'est une très vieille entreprise. Ça a servi notamment à financer la construction du chemin de fer du Canadien national entre l'Atlantique et le Pacifique, qui a donné naissance à la Confédération en 1867. Vous n'aviez pas l'air de le savoir, ça? Non, tu me l'apprendrais. Mais à un moment donné, on avait été chercher de l'argent là pour construire ce chemin de fer-là. Et je ne sais pas si ça existe encore, mais quand on entrait dans votre édifice Sun Life, là, au centre-ville de Montréal, il y avait un grand tableau sur lequel étaient gravés, dans le bronze, là, les noms des principaux dirigeants de la Sun Life en 1867, puis les noms des principaux pères de la Confédération. Exact. Et curieusement, on trouvait les mêmes noms sur beaucoup des deux tableaux, là. En fait, ceux qui ne l'ont jamais vu, je pense que ça vaut la peine d'être visité, l'immeuble de la Sun Life à Montréal, qui est vraiment un immeuble patrimonial exceptionnel. Et quand ça a été construit, cette affaire-là, c'était l'immeuble le plus élevé du Commonwealth britannique. C'était quand même pas rien, là. Exact. Et à ma souvenance, peut-être que tu pourras me corriger, je pense que dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, l'Angleterre a envoyé beaucoup de lingots d'or dans la voûte de la Sun Life au cas où les Allemands auraient justement... réussi à traverser l'autre Exact, côté. voilà. Et on avait envoyé beaucoup de lingots d'or, justement, dans la voûte de la Sun Life à cette époque-là. Alors, c'est un building avec beaucoup d'histoire. Est-ce qu'ils sont restés? 125 ou Pas à ma 150 ans. Mais il y a des gens qui cherchent encore dans ce coin-là Exact. avec des pioches et des pelles. Là. Vous On creuse encore. devriez peut-être les surveiller de près. Là. Monsieur Rudolph, vous, votre entreprise, elle est pas mal plus jeune. Donc, Groupe Conseil NAI Commercial, c'est relativement jeune. Et c'est formé par une association, un regroupement de petites entreprises comme était la vôtre auparavant. Ouais. Si je me rappelle bien. Donc, à Montréal, c'est-à-dire qu'un NAI est quand même, depuis bon nombre d'années, là, je me souviens pas de l'histoire d'un NAI proprement dit, mais ici à Montréal, on est présent dans 55 pays, mais ici à Montréal, on est présent depuis 2005. Et moi, ma venue chez NAI Commercial, et on a fait la division Groupe Conseil, ça a été fait en fin 2010, décembre 2010. Alors, c'est vrai que c'est tout récent, là, oui. Donc, maintenant qu'on connaît un peu mieux vos entreprises, vous pourriez peut-être nous dire qu'est-ce que vous pensez de l'actualité économique et financière la plus récente. On a eu un budget la semaine dernière à Québec. Là, cette semaine, on en a un du côté fédéral. Habituellement, c'est le contraire. C'est le fédéral qui fait son budget en premier parce qu'il envoie beaucoup d'argent, évidemment, dans les provinces. Mais là, pour je ne sais pas quelle raison technique, on nous a expliqué que cette année, c'est Québec qui irait au bâton le premier et ensuite de ça, le fédéral. Alors, vous avez suivi ça, j'imagine, un peu, M. Turcotte, comme tous les fiscalistes du pays. En fait, il y a eu 3 budgets. En fait, il y a eu le budget du Québec la semaine passée. On a eu le budget de l'Ontario hier. OK. Et on va avoir celui du fédéral demain. Alors, ce qui fait qu'en peu de temps, on a beaucoup d'informations fiscales à partager. Évidemment, pour ce qui est du budget fédéral, on va attendre demain pour voir les résultats. Essentiellement, au Québec, il n'y a pas énormément de changements. Ce qu'il faut retenir, c'est que le taux d'imposition des particuliers et des corporations n'a pas changé. Okay. Essentiellement, il y a eu quelques mesures qui ont été mises en place pour les aînés, certains crédits qui ont été mis en place, qui vont progressivement s'appliquer dans les années à venir. Des aidants naturels, Exact, etc., voilà. D'autres personnes qui gravitent autour de cette clientèle-là. Exact. Donc, à laquelle tous les politiciens s'intéressent parce que c'est la clientèle qui vieillit le plus rapidement, c'est-à-dire augmente le plus rapidement. D'une part, et aussi, il y a vraiment un besoin criant à ce niveau-là. Ça, il y a c'est des une trous à chose. combler encore. Là. Exact. Et il y a aussi le nouveau régime qui a fait et qui va encore faire couler beaucoup d'encre, qu'on appelle le revers. En fait, c'est un régime collectif qui va être mis en application à partir de janvier 2013 et qui va progressivement s'implanter dans les entreprises de plus de 5 employés et qui va être obligatoire à partir de 2015 pour tous les employeurs de plus de 5 employés et plus. Un genre de réel collectif pour les tout petites entreprises Exact. Obligatoire, si j'ai bien compris Exactement. la formule. Donc, il y a des modalités spécifiques au revers là, qui s'appliquent. Essentiellement, il va y avoir des cotisations qui peuvent être patronales et des cotisations de l'employé. Il y a des règles spécifiques au niveau des retraits lorsqu'on a moins de 55 ans. Bref, à mon avis, c'est une chose intéressante qui vient s'ajouter à tous les régimes qui existent, les REER, le CELI,
Enfin, tous les Il régimes. faudra regarder les modalités quand ça va être publié d'ici 2, 3 semaines, un mois, comme d'habitude. Exact. On les a, les modalités, en grande partie. Il reste à finaliser certains éléments. Essentiellement, ce qu'on sait, c'est que c'est l'entreprise privée qui va avoir la gestion de ces régimes collectifs-là. Donc, les banques, compagnies d'assurance Exact. et autres institutions financières Exact. comme ça, c'est encore eux autres qui vont Oui. ramasser cette part-là du gâteau. Tout à fait. En fait, le gouvernement, ce qu'il voulait mettre en place, c'est un régime qui était simple et efficace. On a limité les choix de placement à 6 types d'investissements. En fait, c'est quelque chose qui se veut, en fait, un régime accessible, qui va être simple à gérer et surtout avec des frais de gestion les plus bas possibles. C'était un peu la préoccupation du ministère lorsqu'ils nous ont mis ça en place. Et un régime un petit peu plus coercitif que le régime fédéral, qui s'appelle le RPAC, là, en fait, mais qui, dans l'ensemble, est assez similaire. En fait, c'est une bonne chose, mais, encore une fois, on ne peut pas faire une règle générale à savoir que c'est bon pour tout. En fait, selon la situation des gens, ça va être intéressant d'y cotiser. Dans d'autres, peut-être moins. Il y a un paquet de variables là, à Il valider. faudra encore une fois que chaque travailleur regarde avec son conseiller Exact. financier quel est celui du régime ou quels sont les régimes les plus appropriés dans son cas à lui pour maintenant et plus tard. Vous savez, tous ces régimes-là, là, c'est comme un coffre à outils avec des outils à l'intérieur. C'est ça. Donc, si j'ai besoin de clouer, ça me prend un marteau. C'est ça. Donc, ça ne me prend pas un tournevis. Donc, dans le même ordre d'idée ici, bien, j'ai toutes sortes d'outils financiers. Alors, je devrais choisir le bon outil qui va me permettre d'arriver à mes objectifs. Bien. M. Rudolph, est-ce que vous avez retenu dans l'actualité économique et financière récente un certain nombre d'éléments qui ont retenu votre attention En fait, pour vos clients? Oui, pour nos clients, c'est sûr que, bon, il y a certains petits éléments qui ont ressorti pour les entreprises manufacturières, mais quoique c'est pas... il faut comprendre qu'on est en train de perdre énormément d'avance en termes de productivité et notre structure, je pourrais dire en fin de compte, notre structure de grappe industrielle perd de son efficacité. Et ça, je pense que le gouvernement a peut-être été... pas été tellement proactif. Au cours des dernières années. Oui, tout à là, fait. il essaie de rattraper un peu le temps perdu. Oui. Et là, ce qui arrive, c'est que, bon, en fait, on parle souvent, en fait, de transition au niveau de l'entreprise, mais évidemment, il y a toujours des irritants, 84.1, entre autres, qui est un irritant majeur en ce qui a trait... C'est quoi ce 84.1 pour les gens qui ne connaissent pas? C'est un article qui, en fin de compte, au niveau des liens pas de dépendance, mais de liens de parenté. Succession, de parenté, des liens de parenté. Alors, un entrepreneur qui aimerait céder son entreprise à ses enfants n'a pas les mêmes avantages que s'il vend ça à un étranger. Exactement ça. On en a parlé un peu la semaine dernière avec... Avec notre ami Gaétan Veillette. Ouais. En fait, c'est un irritant, tu as raison de dire que c'est un irritant majeur et il y a eu beaucoup de représentations au niveau du ministère. En fait, c'était à l'époque un article 84.1. En fait, il faut préciser que c'est de la loi de l'impôt sur le revenu fédéral. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un irritant majeur. C'est fédéral, vous dites? C'est fédéral, 84.1, exact. Alors, c'est un irritant qui est... Donc, c'est pas juste au Québec qu'il y a ce problème-là. C'est aussi dans les autres provinces. Exact. C'est la même chose partout. Ça avait été mis en place à l'époque pour, évidemment, une règle anti-évitement. Sauf que quand on regarde la finalité de cet article-là, évidemment, ça met des bâtons dans les roues au niveau des transferts intergénérationnels. Puis corrige-moi si je me trompe, mais au Québec, c'est nos PME, justement, c'est le nerf de la guerre, le transfert intergénérationnel. Alors, là, il va falloir se positionner là-dedans. C'est ça. Ce qui arrive, c'est que nous, par rapport aux autres provinces, c'est qu'en fin de compte, on a un vieillissement accéléré de la population au Québec comparativement à ce qui existe dans le reste du Canada. Donc, le problème est un petit peu plus crucial chez nous que dans les autres provinces. Exact. À cause de la démographie. Les étudiants, ça peut se mobiliser puis descendre dans les rues, mais les propriétaires de petites et moyennes entreprises, c'est une autre paire de manches. Ils ne peuvent pas se solidariser comme ça autour de la Chambre de commerce pour aller faire des manifestations dans les rues. Il reste quand même qu'on peut dire que fiscalement, les PME ont été avantagés pendant très longtemps. Ils le sont encore. Ils le sont encore, oui, avec le taux d'imposition. Mais il reste qu'il y a un élément, en fin de compte, il y a une possibilité de pouvoir être plus proactif au niveau de la transmission d'entreprise comme telle. Bien, il me semble qu'on vient de débuter cette émission et on me fait déjà signe que ça serait temps de faire une première pause.
Alors, on va y aller dans quelques instants, puis on va revenir tout de suite après avec nos deux invités pour vous soumettre un certain nombre de problèmes. Et si vous avez des questions, comment faire pour nous les faire parvenir? On me dit que la semaine dernière, j'ai complètement oublié de vous donner les canaux de communication. C'est assez important quand on veut communiquer entre nous. Et nous, on veut communiquer entre vous. Alors, on va regarder ça dans quelques instants, tout de suite après la pause. Alors, nous voilà de retour pour le deuxième bloc de cette émission en compagnie de M. Jean Turcotte, avocat de formation et fiscaliste au service maintenant de la Sun Life du Canada. Je dis maintenant parce que il y a quelques mois, vous étiez dans une autre entreprise qui a été démembrée, qui a vendu ses actifs ici, en partie à la Sun Life puis en partie à Intact, ça s'appelle? En fait, ça a été vendu à Intact et à SSQ. Mutuelle SSQ. Exactement, voilà. Okay. Et moi, je suis parti de là pour aller chez Sun Life. OK. En fait, à l'automne dernier. OK. Alors donc, M. Turcotte est maintenant à la Sun Life, si vous voulez le rejoindre. M. Yvon Rudolph, lui, fait partie du groupe conseil NAI commercial. Évidemment, c'est dans le bottin téléphonique, vous allez trouver ça dans votre région. Ou vous allez l'obtenir par l'opératrice de Bell Canada qui va se faire un plaisir de vous donner le numéro de téléphone éventuellement. Ou alors, vous m'appellerez tout simplement. Il y a des gens qui m'appellent ou qui m'écrivent, qui m'envoient des courriels pour savoir comment faire pour me joindre. Alors, je vais vous donner les canaux de communication principaux. Donc, cette émission est produite au canal 9 qui s'appelle TVRL. C'est le plus gros canal communautaire ou local régional, si vous voulez, au Québec. C'est situé à Laval, comme son nom l'indique. Et l'émission sort en première diffusion ici, donc au canal 9, le samedi à 21h, le lundi à 10h, donc le matin, et ensuite de ça, le mercredi à 21h30. Ça, c'est la première diffusion, mais vous pouvez revoir ces émissions-là aussi souvent que vous voulez en allant sur le site Internet. À ce moment-là, vous faites tvrl.ca. Là, vous entrez sur le site Internet de TVRL, et puis si vous allez dans les archives, vous allez voir l'émission Vos Finances. En tapant Vos Finances, vous allez voir la série d'émissions qui arrivent avec des dates. Bien, vous regardez les dates, évidemment, et puis vous regardez celles que vous voudrez. Faites attention au premier bloc, parce qu'évidemment, quand on parle d'actualité maintenant, c'est pas la même actualité qu'il y avait il y a 6 mois ou il y a 2 ans. Alors, les vieilles émissions, donc l'actualité est peut-être plus la même chose maintenant. Mais il y a un problème, M. Rudolph, je sais qu'il vous préoccupe au plus haut point, parce que vous en avez déjà parlé, c'est l'endettement épouvantable des pays souverains. On parle de la dette souveraine, comme la Grèce, par exemple. Oui. Ouais. Est-ce que c'est en train, à votre connaissance, à votre goût, de trouver des voies de solution, cette affaire-là? Bien, écoutez, présentement, en fait, on peut... En fait, c'est sans être plus calme nécessairement, sans être calmé, en fait, là, tout ce qui se passe en Europe. On pense qu'on s'en va vers... des solutions. Il reste quand même que c'est très fragile. Tout peut arriver à tout moment. Évidemment, autant de la part, il n'y a pas seulement que la Grèce, il y a l'Italie, il y a l'Espagne, il y a le Portugal. En fait, bref, il y a d'autres pays aussi. Il y a d'autres pays qui sont dans d'autres la même pays situation. exactement. Et sans nommer, en fait... nécessairement, la France n'est pas non plus exclue d'un problème éventuel. Il y a même des gens qui disent que l'Allemagne aussi, à un moment donné, pourrait être ciblée par les... J'ai moins peur de l'Allemagne que les des analystes autres pays. financiers. Oui, j'ai moins peur de l'Allemagne que des autres pays. C'est le pays le plus costaud en Europe au point de vue financier. Qui maintient l'Europe tout à fait. À bout de bras. Oui, à bout de bras. Mais il reste quand même... c'est un... on n'a pas... Le monde entier n'a pas avantage à ce qu'on ait, en fin de compte, une crise quelconque en Europe. Ça, c'est clair. J'imagine que c'est l'analyse qu'on partage chez vous, chez vos analystes financiers aussi de la Sun Life, M. Turcotte. Exactement. En fait, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un financement qui a été accepté par les Grecs dernièrement. On voit que les marchés financiers sont assez nerveux quand même, de toute façon. Ouais. Mais tout ça n'est pas encore ficelé de façon officielle, de façon définitive. Alors, on verra dans les prochains mois et la prochaine année. On parle éventuellement d'une récession en Europe, donc une contraction du PIB. Alors, tout ça mis ensemble... C'est quand même 450 millions de consommateurs, puis c'est pas les plus pauvres de la planète. Là. C'est pas des pays en voie de développement, c'est les Européens. Alors, on verra dans les prochains mois ce que ça va donner. Cependant, ce qu'on peut dire, si on fait un parallèle avec les marchés boursiers,
c'est qu'on remarque que les marchés boursiers, depuis le début de l'année, ont le meilleur trimestre, en fait, ainsi dire, parce qu'on va terminer cette semaine, depuis les 14 dernières années. OK. Depuis 98, on n'a jamais eu un meilleur trimestre depuis 98, ce qui est fantastique. On n'avait auparavant jamais eu des trimestres aussi pourris que ça en 2010-2011, par exemple. Exact. Alors, C'est peut-être pour ça que là, il y a une correction dans le sens contraire. Oui, mais quand même, 14 ans, c'est quand même intéressant de voir que le marché financier a quand même bien réagi, malgré toutes les incertitudes qu'on a au niveau économique, que les marchés financiers ont quand même bien réagi. Alors, on espère juste que cette tendance-là va au moins se maintenir pour les mois à venir. Et en année électorale aux États-Unis, on ne voit pas de raison pourquoi ça pourrait cesser. Le mois dernier, on nous a donné 227 000 nouvelles créations d'emplois aux États-Unis. C'est ça. On nous donne ce chiffre-là et le taux de chômage est descendu en bas de 9. On nous donne cette statistique-là habituellement le premier vendredi du mois. Alors, vous surveillerez ça au cours des prochains jours, comme nos invités vont le faire et comme je vais le faire moi aussi. On aura peut-être l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Quand on va être rendu à 3, 4, 5 mois consécutifs avec 200 000 créations d'emplois nouvelles, ça veut dire qu'on va sortir de la récession officiellement à ce moment-là, comme on y est entré en 98 en culbutant. Cul par-dessus tête, comme on dit. Là. Ouais. Ça a culbuté, pas à peu près tout le crédit a été gelé En fait, dans les institutions financières. Bernanke a dit dernièrement que justement les taux d'intérêt n'étaient pas prêts de remonter à court terme, ce qui a aussi stimulé encore les marchés boursiers. Donc, l'économie américaine reprend tranquillement du poids de la bête, mais on est loin des bonnes années. Donc, encore une fois, il y a une progression, mais qui est lente et constante. Là. C'est ça. Quoique l'indice Case-Shiller n'a pas augmenté, en fait, on a même plutôt, en fin de compte, une petite régression, là, mais il reste que... puis l'indice aussi de la confiance des consommateurs était quand même plus faible. Mais c'est quand même de bon augure pour les prochaines... moi, je pense que pour les prochains trimestres, là, c'est quand même de bon augure. C'est sur la bonne voie. Monsieur Rudolph, on était entré dans cette récession, si vous vous rappelez bien, à la fin des années 90, par la grande porte de l'immobilier, où les prix avaient flambé comme c'était pas possible. Ouais. Est-ce que vous croyez que la flambée des prix dans l'immobilier s'est terminée maintenant? Est-ce que la baisse des taux d'intérêt va permettre encore d'autres stupidités de ce genre-là? Des maisons qui se vendraient 10 fois, 15 fois les revenus, par exemple? Oui. Présentement, c'est sûr que la baisse des taux d'intérêt stimule encore ou supporte cette hausse des valeurs. L'élément central de l'immobilier, évidemment, c'est l'effet de levier. Alors, lorsqu'on a des taux d'intérêt tellement bas... Le levier, c'est la capacité d'emprunter. Oui. Pour 1 $ ou 100 $ que vous mettez sur la table, vous pouvez en emprunter 100 fois plus. C'est ça. En fait, Parce que l'immobilier, c'est solide contrairement à la bourse. Et c'est des placements à long terme pour 10, 15, 20, 30 ans, 40 ans et plus. Ouais. On a fait c'est sûr qu'il y a certaines projections. Imaginons que vous avez une croissance, par exemple, de 3 ou de 2 si vous avez sur votre portefeuille, vous avez un avoir de 10 sur un montant qui est très substantiel, bien, juste le fait du 2 va avoir un impact très considérable sur le 10 que vous mettez en équité. Hein? C'est tout à fait normal. Ça, c'est le cash qu'on met quand on achète une maison, par exemple. Pour prendre un exemple simple, vous mettez 10 000 sur 100 000, le 100 000 prend 2 alors c'est bien sûr que ça vient de vous faire, en fin de compte, 2 000 sur votre 10 000, vous avez c'est 20 ça vous fait un excellent rendement. Oui, c'est ça. Et l'inverse, c'est vrai. Mais l'inverse, c'est vrai. Non, mais c'est sûr. Il risque d'y avoir encore des abus à cause de ça, justement. Oui. La faiblesse des taux d'intérêt et le prolongement des taux d'intérêt très bas, ça va encore amener des gens à s'endetter de façon déraisonnable parce que les taux d'intérêt sont bas. C'est ça, exactement. Il reste quand même qu'on a une capacité d'absorption. Là, le problème, puis ce qui est quand même aussi intéressant, c'est on voit que les consommateurs tendent à résorber un peu leur endettement. Mais en fait, le niveau de dette était à 153 en janvier dernier, ce qui était un record absolu de tous les temps. Évidemment, ça se reflète, évidemment, si on regarde ça en proportion, évidemment, les valeurs immobilières ont pris aussi beaucoup de valeur dans les 10 dernières années, mais n'empêche que 153 c'est assez inquiétant pour le gouverneur de la Banque du Canada, Carney, qui disait « Loup, il faut allumer les lumières, parce que là, ça ne peut plus continuer comme ça. » On était le seul pays avec l'Australie où il n'y avait pas eu de correction immobilière. Il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu en Angleterre. Alors,
Et c'était qu'un signal à savoir, bien évidemment, si on continue comme ça, surtout qu'il y a des poches un peu au Canada, comme à Vancouver ou à Toronto, où il y avait 10 fois plus de construction de condos à Toronto qu'à Chicago, par exemple. Que de formation de nouveaux ménages. Exact. De À un nouvelles moment familles. donné, la demande n'est pas élastique à l'infini en immobilier. Là. C'est ça, il y a une limite à quelque part. Oui. Ça, bien évidemment, c'est justement, vous avez nommé un cas en particulier qui est un indicateur important, c'est la création de ménages. Alors donc, si on a une croissance de construction et avec une faible croissance de la formation de ménages, à un moment donné, quelque part, ça veut dire ça qu'il y a un déplacement beaucoup plus vers la spéculation, donc l'achat dans un objectif d'investissement. Et ça devient, en fin de compte, beaucoup plus risqué que si, en fin de compte, on a une absorption par la croissance des ménages. Alors ça, évidemment, là, actuellement, au niveau du portefeuille de copropriété sur le marché, on peut se poser de sérieuses questions. Ça, c'est les fameux condos dont tout le monde parle. Exact. Et tous les constructeurs se lancent là-dedans. Oui, puis d'autre part, c'est que le portefeuille est vieillissant des copropriétés. Les fonds de réserve ou les fonds de prévoyance pour, en fin de compte, résorber la désuétude physique de ces immeubles-là n'est pas suffisant. Donc, on risque d'avoir un sérieux problème en termes de récupération et peut-être des rajustements très importants. Vous aviez déjà donné ici ce conseil-là. Quand vous achetez un condo, regardez la réserve parce que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, il va falloir changer le toit. On ne parle pas ici de petites réparations mineures. Ouais. Et il faut pas. Je prends par exemple, on a fait l'analyse d'une copropriété. Il y avait en fonds de prévoyance tout près de 800 000 $. Donc, quelqu'un regarde ça, dit, mon Dieu, c'est du... Mais juste la toiture a coûté 2,3. Et finalement, 2,3 millions. 2,3 millions. Et les coûts, parce qu'ils n'ont pas fait aucune réparation, les coûts qui se sont, en fin de compte, accrochés aussi à cette réparation-là. Alors donc, on a eu une facture totale qui frôlait les 3,2, 3,5. Alors, 800 000, c'était rien. Alors, la contribution extraordinaire venant, en fin de compte, de l'ensemble des copropriétaires devenait quand même importante. Alors, quand on achète un condo, on n'achète pas seulement des pieds carrés, on achète aussi une partie de la réserve commerciale. Une responsabilité collective. Ouais. Pour les changements futurs. Là. Tout à fait. Les réparations futures. Puis ça, il y a des dates là-dessus. Là. Alors, il y a moyen de savoir quand est-ce qu'il va falloir faire ça, puis quand est-ce qu'il va falloir faire ça, puis quels sont les projets actuellement considérés, et les coûts et les soumissions. Exact. Et non pas juste des approximations. Là. Si on n'a pas une bonne gestion en copropriété, si on n'a pas, si les administrateurs n'ont pas de réponse à vous donner sur, en fait, un cahier d'entretien préventif, par exemple, ou un fonds de prévoyance, une étude de fonds de prévoyance, je peux vous dire, ça, c'est des gros signaux, des gros red flags qu'il faut peut-être même pas acheter là. À ce moment-là, il faudrait peut-être songer à changer justement le groupe de dirigeants là, de ce groupe-là. Oui, ou même les constructeurs qui vous disent « Ah, ça coûte seulement que 50 $ de frais par mois. » là, écoutez, vraiment ne pas... À un moment donné, il va y avoir un coût spécial, puis on va vous dire c'est juste pour 3 mois. Exact. Mais ça va être 2-3 autres fois 50 $. Exactement ça. Oui, ça peut devenir très important. M. Turcotte, il n'y a pas seulement que les banques et les caisses populaires qui font du prêt hypothécaire, il y a aussi des compagnies d'assurance, parce que c'est de l'argent à long terme. J'imagine que la Sun-Life, qui en a toujours fait, doit continuer d'en faire encore aujourd'hui. À ma connaissance, on ne fait pas de prêt hypothécaire. Peut-être certaines compagnies d'assurance en font. Essentiellement, c'est plus un marché... Même pas commercial et industriel? À ma connaissance, je ne crois pas, honnêtement. Non. Il va falloir que je vérifie les derniers états financiers. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé vos états financiers. Non. Mais à ma connaissance, c'est une partie importante de votre portefeuille, ça. En fait, on détient peut-être des hypothèques dans les placements, mais on ne fait pas d'hypothèque en tant que tel. Okay. C'est différent. Là. Ça, c'est la nuance qu'il faut faire. C'est pas la même chose. Exact. Alors donc, on ne dira pas aux gens ici de vous appeler demain matin pour savoir c'est quoi vos taux hypothécaires. Non. Alors ça, c'est encore le domaine des banques et des caisses populaires. Exact. En majorité, oui. Je dirais oui. En très, très grande majorité, c'est le domaine des banques et des caisses populaires. Les fiducies en font un peu aussi. Oui, un peu, absolument. Les fiducies... Mais dans des domaines un peu plus spécialisés. Oui, généralement, je vous dirais que tout ce qui est hypothèque personnelle et même commerciale, c'est vraiment du ressort des banques et des caisses populaires, essentiellement. Oui. Et certaines compagnies d'assurance.
Et certaines compagnies d'assurance, peut-être. d'assurance. Moi, on m'avait dit que les 4 grands détenaient une part qui n'était pas négligeable du prêt du portefeuille hypothécaire En fait, à l'échelle du Canada. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les compagnies d'assurance placent l'argent des primes qu'ils reçoivent dans des véhicules financiers. Et dans ces véhicules financiers-là, On retrouve possiblement... des hypothèques. Exact. Possiblement qu'il y ait des hypothèques. Donc, c'est de façon indirecte. Ouais. Encore une pause, on a vraiment l'air fatigué à ce point-là. Alors, on me dit que ça serait temps de faire une autre pause avant de revenir dans quelques instants pour vous parler d'une histoire un peu scandaleuse qui est sortie dans les médias depuis quelques jours et dont on n'a pas fini d'entendre parler. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres comme ça qui circulent un peu partout à travers le monde. Dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour le 3e bloc de cette émission d'aujourd'hui, en compagnie de M. Jean Turcotte, ou devrais-je dire Maître Jean Turcotte, puisqu'il est avocat de formation et il est un spécialiste en assurance, donc en produits d'assurance auprès de la Sun Life. Alors, ça, c'est pour M. Turcotte, juste ici à ma droite. Et à côté de lui, c'est M. Yvon Roudeuf, un spécialiste de l'immobilier. On n'en a pas souvent qui viennent nous visiter ici, parce que c'est pas des sorteux, ces gens-là, par définition. C'est des gens qui travaillent à l'intérieur la plupart du temps, et ils sont moins disponibles ou moins mobiles, si on veut. Alors, bienvenue également à vous, M. Roudeuf. Dites-moi un peu, l'immobilier, c'est encore bon ou c'est moins bon? Bien, présentement, évidemment, c'est sûr que dépendamment où on investit, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos... En fait, qu'est-ce qu'on veut en faire, évidemment. C'est tellement vaste que ça dépend. Ben, c'est ça, exactement ça. Et où ça veut dire, dans quelle région, dans quel pays? Exactement ça. Quelle région, aussi sa vocation, la vocation. Et dans notre portefeuille, qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle sorte de diversification on veut faire? Parce qu'on peut aller dans le commercial, on peut aller dans l'industriel, on peut vocation résidentielle, un mix aussi. Et aussi, ça ne nous empêche pas non plus de faire de l'hypothèque. Il y a des gens qui peuvent, en fin de compte, mettre... La Sun Life ne fait peut-être pas d'hypothèque, mais un particulier peut passer de l'argent sur un immeuble à revenu. À ses enfants, par exemple, ou à des membres de sa famille. Exactement, ou aux voisins qui ont un immeuble. Et puis, ou une belle entreprise manufacturière là, qui a besoin d'un peu d'argent en équité ou en dette. Alors, c'est des possibilités. Donc, les valeurs immobilières, comme j'aime les appeler, et ça devrait être ça, parce qu'on n'achète pas de l'immeuble, on n'achète pas la brique et le béton, on ne part pas avec ça avec une brouette, là. On achète un titre. De propriété. Un titre de propriété, c'est ce qu'on achète, c'est une valeur. Bien sûr, une propriété physique et non pas une propriété intangible comme à la bourse, c'est toujours quand même, on ne peut pas partir avec son terrain. On achète un titre, tout comme en fin de compte, on achète une action. Donc, l'idée principale, c'est qu'il faut vraiment, si on veut se constituer un portefeuille en valeur immobilière, bien, il faut savoir exactement ce qu'on veut être. Est-ce qu'on veut être actif ou tout simplement être passif en termes de gestion, tout simplement? Si on veut être actif, donc il y a possibilité de redressement de ces immeubles-là, c'est-à-dire, en fin de compte, de changer peut-être soit la vocation ou, en fin de compte, de changer la clientèle. Il y a des gens qui se sont mis riches en changeant tout simplement la clientèle d'un strip commercial. Et puis, alors donc, il s'agit de voir son positionnement stratégique qu'on veut faire en termes d'investissement. Alors là, il y a des positions fiscales aussi qu'il faut regarder. Et toujours regarder la fiscalité d'un placement, que ce soit dans les valeurs mobilières ou immobilières. Exact. Mais je dirais ceci, c'est vrai qu'il faut regarder la fiscalité, mais avant tout, il faut regarder la qualité du placement. Oui, tout à fait. Parce que souvent, les gens ont tendance à regarder la fiscalité comme le premier critère de choix. Par exemple, souvent au niveau des valeurs mobilières, et moi, je suis toujours regardé la qualité de votre produit plutôt que la qualité. Oui, l'aspect fiscal est important, mais à bout de piste, si vous épargnez 50 sous pour en perdre $1, c'est pas gagnant. Là. On fait pas d'argent avec ça. Mais d'un autre côté, si vous épargnez de l'impôt 50 sous, ça peut être 50 sous par année pendant le restant de vos jours, d'une part. D'autre part, le 50 sous que vous épargnez, contrairement à un rendement de 50 sous qui, lui, va être imposable un jour parce que c'est un rendement, même s'il est dans un REER. Le 50 sous que vous épargnez, il ne sera jamais imposé, lui. C'est un CDI à vie, ça aussi. Là. L'exemple que je prenais, c'est par exemple les actions accréditives. Il y a beaucoup, à l'époque, souvenez-vous,
qu'on lançait des actions créditées. Il y a plusieurs années. Ouais. Tout le monde en faisait de ça, puis ça a donné lieu à des abus. Exact. Ou le REA à l'époque, où il y avait des compagnies qui étaient émises avec des qualités plus ou moins douteuses. Alors, on allait chercher souvent l'épargne fiscale, mais un bout de piste, souvent, la compagnie aujourd'hui n'existe même plus. Donc, on perdait en bout de piste net notre investissement. Non seulement les avantages fiscaux, mais on perdait l'argent qu'on avait Exactement. mis au départ en plus de ça. Mais en immobilier, on a l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une belle fiscalité, surtout au niveau du gain en capital. Oui. Du fait qu'on a 50 d'exemption, là, déjà là, c'est un excellent rendement Exactement, c'est sur le intéressant. gain en capital, contrairement, en fin de compte, à avoir, en fait, une imposition sur dividende ou sur une imposition sur, en fait, des actions. En fait, l'immobilier a une fiscalité très intéressante qu'on parle strictement au niveau du gain Une taxation capital. sur l'intérêt, par exemple. Exactement. Il y a aussi toute la notion de d'amortissement qui existe au niveau de l'immobilier, mais qui n'existe pas au niveau des valeurs immobilières. Ouais. C'est quoi ça, l'amortissement, M. Turcotte? Et quand on a un immeuble, le fisc présume qu'il y a une baisse de valeur de l'immeuble en question, selon un pourcentage prescrit par la loi de l'impôt. Ce qui Et fait il y a que... des propriétaires qui utilisent cette baisse de valeur Exact. pour réduire leurs impôts. Donc, c'est une En réduction. oubliant que quand ils vont vendre l'immeuble, à un moment donné, ils vont se faire rattraper à un moment donné à quelque part. Là. C'est ce qu'on appelle la récupération d'amortissement. OK. Et ça, ce qu'on oublie souvent, c'est qu'elle est taxable à 100 ouais. et non à 50 comme le gain en capital. Donc, elle est imposable comme un revenu de loyer, si on veut, en quelque sorte. Ben, comme un revenu à 100 comme un revenu d'intérêt ou un revenu de loyer, si on veut. Ou un revenu de Et travail. il y a plusieurs catégories d'amortissement. D'amortissement fiscal, Ouais, exact. amortissement fiscal. Alors, et ça, c'est des choses que les gens souvent oublient quand ils revendent l'immeuble ou quand il y a un décès, ce qui fait que c'est tous des paramètres dont on doit tenir compte lorsqu'on a un parc immobilier. Donc, souvent, une des questions que j'ai, c'est de quelle façon on détient un parc immobilier? Est-ce qu'on doit le détenir personnellement, via une corporation ou via même une structure avec des fiduciaires? Donc, toutes ces questions-là doivent être évaluées au cas par cas. Avant de faire le placement et non pas Ben, après avant, qu'il est fait, parce que généralement, souvent, après qu'il est fait, c'est trop tard. Un des problèmes qu'on a, c'est dans l'immobilier, par contre, au niveau des sociétés par action, c'est d'avoir un revenu passif. Exact. Alors là, c'est une distinction avec un C'est revenu quoi, ça, d'entreprise. un revenu passif? Ben, c'est que c'est un peu la même chose qu'un revenu par dividende. C'est un peu, c'est une société qui reçoit des revenus de placement OK. plutôt que d'être une entreprise Ils active. sont taxés à 46 Au lieu de taxés à 18. 19. 19, excuse, oui. Ça fait une énorme différence. Une ça aussi. énorme différence. Donc, il y a des conditions spécifiques dans le domaine immobilier qui exigent, entre autres, d'avoir plus de 5 employés et d'autres critères bien C'est ça, particuliers. exactement ça. C'est pourquoi que certains propriétaires fonciers vont créer une société de gestion pour, et en fin de compte, détenir des fois personnellement les immeubles. Et puis, bon. Exact. Donc, il y a plusieurs... L'immobilier est vraiment... Une fiscalité vraiment particulière. Un secteur particulier Oui. et sur lequel il vaut mieux s'informer avant, encore une fois, plutôt qu'après. Parce que souvent, après, Exact. c'est trop tard, malheureusement. Voilà. Un bon planning avant peut nous épargner beaucoup de soucis puis beaucoup de frais inutiles. Pendant beaucoup d'années ensuite de ça. Exact. Oui, parce que Et à c'est la un longue- placement à long terme. Oui. À L'immobilier, la longue, ça contrairement va aux valeurs modifier mobilières. considérablement le rendement de votre placement. Bien, en fait, c'est parce que souvent, quand le planning est mal fait, il y a des répercussions qui sont souvent inattendues, qu'on pense à une vente précipitée ou à un décès. Et lorsqu'on a mal structuré notre parc immobilier ou nos immeubles, alors là, il y a des conséquences souvent qui sont imprévues et souvent financièrement coûteuses. J'ai une question de portée générale qui m'est posée depuis 2 ou 3 semaines. Il y a des gens qui m'appellent ou qui me disent par courriel pourquoi il y a tellement de fusions et acquisitions un peu partout. Est-ce que ça veut dire que l'économie va bien, que l'économie va mal? On a vu au cours des dernières semaines, par exemple, Bell Canada mettre la main Sur Astral. sur Astral. ouais. C'est une affaire quand même de 3,8 milliards de dollars. C'est une grosse business. Alors, ils sont déjà dans la téléphonie de l'Atlantique au Pacifique, ils sont déjà dans le sport, ils sont déjà dans la télédiffusion. Et là, maintenant, ils achètent le plus grand propriétaire de postes de radio, AM et FM, au Canada, sauf erreur. Et des gens disent, enfin, des vieux investisseurs qui regardent ça à long terme, me disent, quand il y a beaucoup de fusions-acquisitions comme ça, habituellement, c'est parce que l'économie est en train de retourner. Est-ce il que y a vous beaucoup êtes de d'accord avec liquidités cette sur le opinion? marché. Absolument. Normalement, quand il y a beaucoup de fusions-acquisitions, c'est parce que l'économie est en bonne position. Ouais. Mais il y a beaucoup de liquidités. Ouais, Et parce c'est que sûr. le crédit est facilement accessible avec les taux qu'on trouve D'une maintenant. part. Et les entreprises, malgré le fait que les marchés financiers ont été chaotiques dans les dernières années,
il y a des entreprises qui regorgent de liquidités. Ah oui. Pensez à Google, par exemple, Oui. qui, elle, ou Apple, Apple, oui. regorge Qui viennent de de liquidités. décider de donner des dividendes parce que les gros gestionnaires de portefeuille exigeaient Exact. d'avoir des dividendes. Donc, certaines sociétés regorgent de liquidités, donc ce qui fait que ça permet justement de favoriser justement les fusions et acquisitions. Vraiment, cette stratégie-là, Bell en fait, a été avec une stratégie tout simplement de part de marché, de consolider des parts de marché qui auraient été en danger éventuellement. Au lieu de bâtir eux-mêmes des marchés, ils préfèrent acheter des parts de marché, tout simplement. Tout à fait. Je ne suis pas spécialiste de téléphonie, mais je pense qu'éventuellement, le gouvernement fédéral devrait ou va donner ouverture à la concurrence étrangère. Parce que là, ça commence à faire pas mal de concentration. Ben là, en fait, au Canada, on a 3 joueurs majeurs. On a Rogers, TELUS et Bell. Majeurs. Il y en a d'autres, là, des plus petits. Alors, évidemment, si on regarde le coût de la téléphonie cellulaire au Canada versus, par exemple, en Europe ou aux États-Unis, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus cher au Canada. Parce que ça manque de concurrence. Exact. Alors, le gouvernement fédéral pourrait ouvrir à la concurrence étrangère le marché, ce qui ferait justement une pression sur les prix. Alors, je pense que les gros joueurs se positionnent là, dans le marché, là. Entre autres avec l'achat d'Astral par Bell. Pas seulement que la téléphonie cellulaire, c'est toute la téléphonie. Et eux aussi, Internet, c'est-à-dire les réseaux comme câblodistribution, toute la câblodistribution, etc. On est vraiment trop cher ici. Donc, ça nous empêche, notamment au niveau des petites entreprises, ça nous empêche d'être plus productifs, là, aussi. Tout à fait. Et la productivité des petites entreprises... Et aussi, on n'a pas les bandes aussi larges qu'on a ailleurs. Exact. Alors, on est en arrière encore, qui auparavant, le Canada était, en fin de compte, un leader. On est rendu, en fin de compte, on est un déficient. Exactement, en termes de bande passante et puis de vitesse sur les réseaux. Sur le réseau. Donc, quand on voit des fusions-acquisitions comme ça, c'est bon signe pour vous. C'est pas parce que ça va mal. Au contraire, c'est parce que ça va bien. Ouais. Il y a beaucoup d'argent disponible et puis il y a beaucoup d'argent à faire encore pour les gens qui vont investir dans ces entreprises-là. Absolument. Les gens qui vont investir dans ces entreprises-là, ou directement, ou bien par l'entremise de fonds communs ou des choses comme ça. Exactement, ça peut être ou de gros joueurs comme la Caisse de dépôt et de placement qui nous a donné, par exemple, la semaine dernière, un rendement de 4 et là, des gens nous appelaient pour dire 4 est-ce que c'est bon ça ou c'est pas bon? Bien, en fait, un chiffre en lui-même seul ne veut pas dire grand-chose. Il faut le comparer à des indices dans le même secteur, avec des indices comparables. Alors, 4 moi, je pense que, encore une fois, je ne suis pas spécialiste du domaine, là, mais je crois que la Caisse de dépôt s'est bien tirée d'affaires pour le trimestre en question, là, pour l'évaluation qu'ils ont. Pour l'année, je pense même, en fait, c'était 2011. Alors, si on le compare au reste de l'industrie, au reste des autres caisses de retraite, je pense que c'est un rendement qui semblait satisfaisant. Et là, on va pouvoir le comparer d'ici une semaine ou deux avec Teachers, par exemple, leur éternel concurrent qui représente les enseignants ontariens. Et habituellement, Teachers réussit à abattre la Caisse de dépôt et de placement par quelques points de pourcentage. On verra. Alors, on va voir ce que ça va donner et on va voir des explications que les deux vont nous donner aussi pour expliquer ces écarts-là. S'il y a écart. Il va y avoir des écarts parce qu'il y en a toujours eu des écarts. Le problème, c'est qu'en Ontario, il y a seulement un cotisant là-dedans. C'est l'ensemble, c'est l'Association des enseignants ontariens. Alors donc, les objectifs sont beaucoup plus faciles à déterminer et les autres règles également sont beaucoup plus faciles à déterminer et à suivre. Tandis qu'ici, on a 6 ou 7 grands joueurs qui déposent des milliards de dollars chacun à la Caisse de dépôt et de placement. Ils n'ont pas tous les mêmes objectifs. Ils n'ont pas tous les mêmes besoins de liquidité non plus pour payer des rentes à leurs retraités. Alors, semble-t-il que ça, c'est un autre élément qui pourrait expliquer la différence aussi entre les deux. Mais enfin, on va voir ce que ça va donner cette semaine ou la semaine suivante, probablement. Et ce petit scandale, en fait, c'est un gros scandale parce qu'on parle de plusieurs millions de dollars ici, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez vu que des fois, on pense qu'un boss d'entreprise, le président de l'entreprise, c'est un grand Manitou. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Le patron de l'entreprise, il a des patrons qui sont des membres du conseil d'administration qui, eux, représentent les actionnaires. Les actionnaires individuels comme nous ici, ou des actionnaires institutionnels comme les banques et compagnies d'assurance, les fonds communs de placement, etc. Et le conseil d'administration a décidé de virer le président de SNC-Lavalin, qui est une des 3 plus grandes firmes de génie conseil au monde. C'est quand même pas rien, là. Parce que, semble-t-il, il y avait des scandales un peu trop nombreux et ça a sorti au grand jour. C'est pas bon, évidemment, pour la réputation de l'entreprise.
Et on ne parle pas seulement de la Libye ici. Tous les pays en voie de développement où des entreprises d'ici vont travailler, habituellement, il y a ces problèmes de corruption et de pots de vin et de choses comme ça. Alors là, bien, il y en a eu 2-3 qui se sont empilés à un moment donné. Puis semble-t-il que le président de SNC-Lavalin, qui avait fait un excellent boulot durant ses 3 premières années de mandat, bien là, il va aller relever d'autres défis ailleurs, comme on dit. Mais on ne sait pas encore s'il a démissionné ou si on l'a démissionné. Le résultat est le même de toute façon. Alors, M. Duhem, donc, qui était là depuis 3 ans, qui avait remplacé Jacques Lemaire, bien, il s'est fait montrer la porte. Alors, donc, ça va être une affaire à suivre. Et il y a des gens qui nous appellent à ce moment-là puis qui disent, quand une action descend comme ça, est-ce que c'est le temps de l'acheter? Est-ce que c'est le bon moment pour l'acheter? Puis il y a des gens qui disent, non, c'est pas le temps, parce que le scandale n'est peut-être pas fini. Puis il y en a d'autres qui disent, ça ne descendra pas beaucoup plus bas que ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, écoutez, encore une fois, selon les analystes que à lesquels je fais référence, qui semblent avoir regardé et suivi ce dossier-là, il semble que le prix de l'action reflète exactement là, ce qui s'est passé. On sent depuis une semaine une légère remontée du prix de l'action. Est-ce que c'est le temps d'acheter? Est-ce que tout est connu? Est-ce qu'il y a encore des scandales qui vont sortir? Ça, c'est très difficile de se prononcer à ce sujet-là. Mais je pense que le prix de l'action reflète exactement ce qui s'est passé. La pire chose pour une action, c'est l'incertitude. Absolument. Alors là, le rapport des vérificateurs a sorti. On a identifié un problème. On a pris des mesures de correction. On a identifié 2 ou 3 problèmes en Libye, mais ils sont présents dans 80 pays, dont à peu près 50 en voie de développement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Ça, c'est le point. Ça, je peux difficilement répondre à cette question-là. Mais la règle générale, M. Rudolph, si je me rappelle bien, c'est que quand une action commence à descendre, c'est pas le temps de l'acheter. On dit en anglais « never fight a trend » quand ça part vers le bas. Enlevez-vous de là parce que vous allez vous faire noyer peut-être. J'ai connu quelqu'un, moi, un investisseur, c'est vrai que c'était un Asiatique, puis on sait qu'ils sont très spéculatifs. Alors, lui, il y avait beaucoup d'actions déjà de... comment ça s'appelait cette fameuse filiale de Bell Canada là, qui a fait faillite finalement? Là? De Bell Canada? Oui. Ah, Nortel, parlait? Nortel. Oui. Alors, à chaque fois, parce que j'avais parlé au téléphone, c'est pour ça que je savais ce qui se passait. À chaque fois que Nortel perdait 20 $, lui en achetait quelques centaines pour baisser son coût moyen d'acquisition, me disait-il. Sauf que son coût moyen d'acquisition, il s'est ramassé à 18 cents ou 14 cents actuellement. Donc, quand une action commence à descendre comme ça, c'est pas le temps de l'acheter. Attendez, semble-t-il, le meilleur moment. C'est quand l'action arrive dans le creux puis qu'elle commence à rebondir. C'est là que c'est le meilleur temps pour acheter. Et encore, on nous dit, soyez prudents, achetez par petits paquets et non pas massivement. Hypothéquez pas votre maison pour acheter des choses comme ça. Là. La question, c'est quoi le creux? C'est ça la question. Où on est le creux? Est-ce que présentement, la vallée est dans un creux? Bien, l'action, est-ce que, par exemple, si l'action a perdu 50 depuis 3 semaines, 1 mois, est-ce que l'entreprise a perdu 50 de sa valeur véritable? Est-ce qu'elle a perdu 50 de son carnet de commandes? Est-ce qu'elle a perdu 50 de sa capacité managériale? Est-ce qu'une entreprise qui compte 3 ou 4 000 employés comme ça n'a pas de remplaçant pour remplacer M. Duhem? Et c'est tout ça qu'il faut regarder. C'est tout ça qu'il faut regarder. C'est l'ensemble de tous ces paramètres. Il reste que les sociétés d'ingénierie, actuellement, ils se portent quand même bien. Mais avec la reprise économique, ils vont se porter de mieux en mieux. Les infrastructures, on a besoin des sociétés d'ingénierie. Là, moi, j'ai des clients avec lesquels que je transige, et puis ils ont un besoin énorme en ingénierie. De toutes sortes. De toutes sortes. Donc, oui, le scandale va passer, mais je pense, en fin de compte, si SNC-Lavalin met prend les bonnes décisions et met les cartes sur la table. Exactement ce qui s'est passé. Exactement. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que le titre... Alors, M. Rudolph, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, on me dit qu'il faut faire encore une pause. Alors, on va aller faire une pause publicitaire et on va revenir dans quelques instants. Alors, nous voilà de retour pour le 4e et dernier bloc de cette émission de cette édition de l'émission Vos Finances, en compagnie de M. Jean Turcotte, avocat et spécialiste en assurance, donc, évidemment, puisqu'il travaille à la Sun Life du Canada, compagnie d'assurance vie plus que centenaire. Alors, M. Turcotte, c'est un plaisir, encore une fois, de vous recevoir. Et également, M. Yvon Rudolph, qui vient nous visiter un peu moins souvent, qui avait d'autres choix à fouetter, parce que lui, il travaille beaucoup dans l'immobilier. Et il nous disait durant la pause que l'immobilier, ça bouge beaucoup actuellement.
Il dit que si vous connaissez des firmes d'ingénieurs qui sont à vendre, vous l'appelez, vous m'appellerez, puis je vous donnerai son numéro de téléphone. Parce qu'il y a des gens actuellement qui achètent tout ce qui bouge dans ce secteur-là. Alors donc, ça aussi, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'affaires qui s'en viennent dans ce domaine-là. Si on pense seulement aux infrastructures, par exemple, il y en a pour des milliards de dollars au Québec et au Canada et à Montréal en particulier pour les 5 à 10 à 15 prochaines années. Faut penser... Comment on va faire pour payer ça? Ça, c'est l'autre question. Il faut penser aussi à tout, évidemment, c'est qu'on commence à prendre conscience que l'eau coûte un prix, l'énergie coûte un prix. Donc, l'efficience énergétique est une priorité pour plusieurs pays. Lorsqu'on regarde, en fait, même l'hébergement de serveurs, actuellement, le Québec est en train de se prendre une place importante pour accueillir des serveurs, parce que ça coûte énormément cher en termes d'énergie. Oui. Et finalement, ça prend aussi des refroidisseurs et tout. Donc, les ingénieurs sont appelés à voir l'efficacité énergétique, sont appelés à voir pas forcément l'enveloppe du bâtiment, mais tous ces éléments-là qui permettent, en fin de compte, d'améliorer l'efficience. Il faut faire l'enveloppe du bâtiment aussi et tout l'environnement. Exact. Et les règles concernant l'environnement, un sujet qui vous est chaud à cœur. Les règles sont de plus en plus sévères. Tout à fait, tout à fait. Les règles sont de plus en plus exigeantes en ce qui a trait à l'environnement, au niveau de la contamination, de l'air, de l'eau, etc., etc. L'ingénierie actuellement est en phase d'expansion très, très, très rapide. Très rapide. Et ça devrait normalement se poursuivre au cours des prochaines années. Alors écoutez, nous aussi, on va poursuivre cette émission, j'espère, quelques années encore, et on aura peut-être l'occasion d'en parler et de vous recevoir à nouveau. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Monsieur Jean Turcotte, avocat de formation et spécialiste en assurance, en produits d'assurance, notamment au moment des successions. Là. Exactement. Donc, l'assurance vie fait partie, évidemment, de tout le processus de planification financière et fiscale et successorale d'un individu. Alors, c'est une analyse des besoins qui est faite et suite à ça, bien, on détermine exactement le bon produit pour le client en question. Alors, ou bien on va se retrouver chez le notaire avec deux héritiers qu'on n'avait pas prévus, c'est-à-dire le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial, les représentants du fisc. Évidemment, c'est sûr, je dis toujours en boutade qu'il y a deux choses de la vie qui est certain, la mort et les impôts. Évidemment, l'assurance peut servir dans bien des cas, surtout dans le domaine commercial, souvent à payer une facture fiscale assez importante. On peut toujours envoyer la facture à une compagnie d'assurance d'avance en payant des primes durant quelques années. Exactement, c'est ça. Partager le risque avec une compagnie d'assurance qui sont des entreprises spécialisées justement dans le risque. Exactement. Et M. Yvon Rudolph, donc, chef de division du groupe Conseil NAI Commercial, une entreprise plus récente que la Sun Life, mais une entreprise qui bouge beaucoup également et qui se développe rapidement et qui est déjà présente dans 55 pays. Alors, ce fut un plaisir de vous recevoir également. Ça me fait plaisir. Et puis, il reste quelques secondes, alors je vais les employer pour remercier encore une fois les gens qui ont fabriqué cette émission pour vous et qui vous la font parvenir aussi souvent que vous voulez en allant sur le site Internet de... comment ça s'appelle? tvrl.ca. Il y a des gens qui m'ont demandé des prochains rendez-vous pour les clubs de diffusion et les clubs les clubs d'investisseurs dont on a parlé la semaine passée ou il y a 15 jours, avec un invité qui travaille justement dans ce domaine-là. Bien, vous allez avoir toutes ces informations-là en allant sur le site Internet tvrl.ca, tout simplement, et en regardant l'émission de la semaine dernière. Voilà, alors, c'est tout pour aujourd'hui, mais on aura l'occasion de revenir sur ces sujets-là au cours des prochaines semaines. Alors, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là. Merci beaucoup à l'équipe technique et surtout, merci beaucoup à vous d'avoir été là de l'autre côté de la caméra, parce que c'est pour vous qu'on fabrique cette émission et non pas pour nous, bien entendu. Alors, si on vous a rendu service, si on vous a donné quelques informations qui peuvent vous être utiles pour mieux gérer vos finances personnelles et familiales, bien, vous pourriez en faire profiter vos voisins, vos collègues, vos parents, vos amis et tous les gens à qui vous voulez du bien. Et on reviendra les semaines suivantes pour leur donner encore d'autres informations. Parlant des semaines suivantes, qu'est-ce que vous voyez dans votre bol de cristal
M. Turcotte? Bien évidemment, j'ai hâte de voir la tendance des marchés financiers. On voit que le premier trimestre a jusqu'à maintenant Vous nous avez dit en début de cette émission, pour les gens qui n'étaient pas là, que là, on vient d'assister au premier trimestre le plus fort depuis 14 ans. Depuis 1998, on a le meilleur trimestre qu'on a jamais eu au niveau boursier. Et ça, c'est bon signe pour vous? En fait, c'est très encourageant. Alors là, on veut juste que cette tendance-là se maintienne dans l'avenir. On croise nos doigts et on pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments qui sont en place pour que cette tendance-là puisse se maintenir. Il s'agirait cependant d'une mauvaise nouvelle et on sait que les marchés sont très sensibles aux mauvaises nouvelles, notamment ce qui se passe en Europe. Alors, mais on est confiant. Et plus les marchés sont hauts, plus ils sont nerveux, évidemment. Bien, il s'agit, en fait, les marchés sont extrêmement volatiles. On l'a déjà vu, on l'a vu dans l'année dernière. C'est toujours le principe action-réaction. Exact. Ça avait baissé beaucoup, ça a monté beaucoup. Donc, évidemment, ça a monté beaucoup depuis le premier trimestre. On espère juste que s'il y a correction, la correction soit que temporaire et limitée, mais on est confiant. Si ça a monté tant que ça au premier trimestre, parce que ça avait baissé beaucoup dans les trimestres précédents de 2010 et 2011. En fait, depuis 2008, la bourse a été assez volatile, particulièrement depuis 2008, oui. Mais c'est pas une raison pour ne pas y investir. C'est peut-être justement quand les marchés sont bas que c'est le meilleur moment pour investir. Dans une perspective de long Et terme, là, je ne reparle pas de SNC-Lavalin parce que ça, c'est un cas particulier. Et dans cette émission, on n'est pas supposé donner de conseils de même et de suggestions et de recommandations. Exact. Mais c'est habituellement quand les marchés sont bas que c'est le meilleur moment d'acheter. C'est comme quand on va acheter une propriété. Si vous achetez au sommet du marché, c'est sûr que vous allez payer plus cher. Mais si vous achetez quand le marché est moins élevé ou qu'il a déjà baissé un peu, est-ce que, M. Rouda, vous iriez, par exemple, vous achetez une propriété actuellement en Floride? Bien, écoutez, là... Je vous demande ça parce qu'on m'a demandé hier. Oui. En fait, en Floride, particulièrement, là, je suis moins familier. Mais quoique, présentement, enfin, certaines indications nous disent que c'est en train de se stabiliser un peu, là. Est-ce que c'est sur la bonne voie? Les taux d'intérêt... Et ça va prendre combien de temps? Présentement, là, il reste encore un bon chemin à faire. Un bon chemin à faire. Par rapport à ce qu'on a perdu au cours des 2, 3, 4 dernières années? Moi, je pense, avant qu'on soit là, vraiment dans la pente ascendante, là, on a encore peut-être ça sera le bon moment pour acheter, comme je disais tout à l'heure, aussi bien pour les marchés, les valeurs mobilières que les valeurs immobilières. Ouais. Donc, on attend quand ça commence à remonter, c'est peut-être là qu'il y a le meilleur moment pour acheter. Il y a un point que je pensais qu'il était pour parler du prochain budget fédéral qui, moi, en fin de compte, aurait été quelque chose qui... C'est certain que le prochain budget fédéral est très intéressant. On s'attend certainement à... Et vous savez, c'est le premier budget où le gouvernement conservateur va être majoritaire. Ouais. Oui. Alors, on s'attend à des mesures assez sévères. Assez notamment pour nos clients, on a peur pour les crédits en R&D qu'ils soient... il y a certainement des choses... R&D, c'est recherche-développement pour les gens qui ne connaîtraient pas le jargon. Là. Dans la prochaine émission, André, on pourra en parler. On aura peut-être l'occasion de reparler des deux budgets à la prochaine émission. Exact. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là, messieurs. Merci beaucoup à l'équipe technique aussi et merci beaucoup aux téléspectateurs qui nous ont fait le plaisir encore une fois de nous écouter aujourd'hui. Alors, on va revenir la semaine prochaine et puis l'autre semaine après. En attendant, bonne fin de journée, bonne fin de semaine et à la prochaine. Au revoir tout le monde.